Alors, je me présente, je suis Sophie Tonon-Westfred, je suis avocat et j'ai été à Paris l'avocat dans le cadre de la procédure qu'a rappelé Baltasar Garzón des Français disparus au Chili et en Argentine. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai connu l'action qu'a rappelé Baltasar, c'est-à-dire l'arrestation de Pinochet le 16 octobre de 1998 à Londres. À la suite de ça, une instruction s'est ouverte en France, mais l'instruction en France, contrairement à celle qui s'est ouverte en Espagne et identiquement à celle qui s'est ouverte en Italie, la France et l'Italie pouvaient juger, demander des extraditions et arriver à des décisions de justice si les victimes étaient des victimes de nationalité française ou italienne et uniquement si elles arrivaient à prouver leur nationalité, ce qui faisait un nombre extrêmement réduit de personnes, comme vous pouvez l'imaginer. Et ensuite, ça a été le gros problème en Espagne, c'est que l'Espagne ne pouvait pas juger par contumace. Donc ce qu'a fait Baltasar, ça a été de mener une instruction pendant des mois, j'oserais dire des années, mais hélas, sans pouvoir à aucun moment renvoyer la masse de documents, d'éléments de culpabilité des personnes impliquées devant un tribunal. Ce que la France et l'Italie pouvaient faire, et ce que, entre autres, la France a fait. Et le 17 décembre 2010, un jugement a été rendu par la Cour d'assises de Paris condamnant plusieurs responsables chiliens. Pinochet était décédé entre-temps, pour la disparition des Français au Chili. Alors, je précise que non seulement il fallait que ce soit dans le cadre de la procédure française des disparus, des Français, pardon, de nationalité française, mais il fallait aussi que ce soit des gens disparus. Car la France ne reconnaît la qualification de crime contre l'humanité que durant la Deuxième Guerre mondiale et postérieurement à la réforme du Code de procédure pénale de 1994. Ce qui veut dire qu'il y a un vide juridique. La France ne reconnaît pas, la justice française estime qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité commis entre 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la réforme du Code de procédure pénale et du Code pénal 1994. Pour une raison que vous aurez tous identifiée, à savoir la guerre d'Algérie et avant la guerre d'Indochine. Donc, il fallait que ce soit des disparus. Pour quelle raison ? Parce que s'il s'agissait de simples crimes, le crime en droit français se prescrit, ce qui veut dire qu'on ne peut plus poursuivre au-delà de 10 ans après la commission du crime. Par contre, si ce sont des disparus, la jurisprudence française estime que le crime de disparition continue à se perpétrer au moment où l'on parle, tant que la victime n'a pas réapparu morte ou vivante. Donc, c'est pour ça que l'action de la justice française a été très fortement symbolique, puisqu'elle se limitait à quelques victimes de nationalité française ayant disparu du fait de la dictature chilienne. Il y avait une personne qui avait disparu en Argentine dans le cadre du plan Condor. Les Italiens jugent exactement de la même façon. Et pendant longtemps, jusqu'à ce que l'Argentine abolisse les lois d'impunité dont a parlé Baltasar, c'est-à-dire les abolisse en 2003, eh bien, l'Italie et la France étaient les seuls pays qui menaient des instructions pouvant aboutir effectivement à des jugements. Et c'est pour cela que ça a été extrêmement symbolique de la part de Baltasar de souligner que la justice espagnole avait dans un premier temps accueilli avec énormément de générosité, entre guillemets, la procédure entreprise pour les Espagnols et autres, parce qu'il n'y avait pas que les Espagnols. La justice espagnole ne se limitait pas aux seules victimes espagnoles des dictatures latino-américaines. Mais donc, elle s'est effectivement ouverte très largement à recevoir les témoignages des victimes, mais hélas,
impossible de les mener jusqu'à un tribunal. Les Allemands ont tenté de faire la même chose, ils ne peuvent pas non plus juger par contumace. Il y a très peu de pays qui peuvent juger par contumace, c'est-à-dire juger en l'absence de la présence de la personne inculpée dans la salle d'audience. Mais il est certain aussi qu'une décision comme celle de la France à l'époque, en 2010, a été très importante. Et Balthazar cite toujours... Balthazar avait été nommé pour le dossier des disparus français en Argentine et au Chili. Il avait été nommé par le procureur Carlos Catresana. Et Carlos avait été très impressionné par le premier procès qui avait été mené par une juridiction, en l'espèce la juridiction française, pour des faits criminels commis à l'extérieur de France. C'était le fameux procès de Alfredo Astiz en 1990, qui a abouti à, effectivement, la condamnation par la justice française d'un Argentin pour un crime commis à des milliers de kilomètres. C'est exceptionnel, effectivement, car la justice pénale estime toujours que la première victime, ça n'est pas la victime de chair et de sang, c'est l'ordre public. Et donc, elle estime, disons, notion dérivée, que le premier pays compétent, c'est celui dont l'ordre public a été atteint. C'est-à-dire, en l'espèce, ça n'était pas la France, puisque Astiz n'a pas sévi en France. En l'espèce, c'était en Argentine. Mais grâce, effectivement, à la nationalité de deux victimes françaises, le cas était très connu, les deux religieuses françaises, Alice Domon, Léonie Duquet, Alfredo Astiz a pu être condamné par la justice française. Évidemment, il n'a jamais été extradé par l'Argentine, mais il a fini, lorsque les procès se sont ouverts en Argentine, il a fini par être rattrapé par la justice argentine. Et je ne perds pas l'occasion de souligner le travail absolument exceptionnel et unique dans l'histoire fait par la justice argentine. Très peu de pays ouvrent postérieurement à la dictature, et pas des années plus tard, mais dans les mois qui suivent le retour de la démocratie, même si c'est une démocratie entre guillemets, l'Argentine est le seul pays, avec la Grèce, contre ses colonels à l'époque, pour avoir, devant ses juridictions nationales, sur le fondement de ses lois nationales, avec ses juges nationaux, mis en accusation sa junte militaire. Alors effectivement, après, ça s'est très mal terminé. Balthazar en a parlé, il y a eu 2 lois d'amnistie. Mais en 2003, elles ont été abolies et les procès en Argentine s'ouvrent depuis maintenant 2006 avec des condamnations quasiment quotidiennes où les personnes sont incarcérées et accomplissent leur peine. Même si on peut regretter qu'avec le gouvernement de Mauricio Macri, il y en a la moitié pour lesquels il a été estimé qu'ils étaient malades, ils étaient trop âgés et qui accomplissent donc leur peine chez eux. Mais je pense qu'effectivement, vous seriez tous extrêmement contents si l'Espagne avait pris le même chemin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Donc le procès ouvert par Servini de Cubría, c'est ce qu'a dit Balthazar, est le seul actuellement ouvert pour les crimes du franquisme, qui sont incontestablement des crimes contre l'humanité. A commencé la plainte le 14 avril 2010. Le 14 avril, le jour de la République. Ça a été Darío Rivas qui dénonçait, qui portait plainte pour l'assassinat de son père par des phalangistes. El delito de son père, c'était être maire d'un petit village. Après, il y a eu beaucoup d'autres plaintes. Et actuellement, il y en a plus de 350 plaintes et multitude de dénonces. Une plainte peut être d'une seule personne. Il peut y avoir des plaintes de plusieurs membres de famille, donc, comme dans mon cas. Et il y a des plaintes qui sont au sujet des associations. Les plaintes sont pour disparus, fusillés, les bébés volés, exilés, les torturés, les emprisonnés, les spoliés, des prêtres aussi qui n'étaient pas franquistes ont été torturés, emprisonnés et même fusillés par Franco. Alors, il y a multitude de victimes.
Le processus de se sentir victime dans un pays qui est réellement dictatorial, ça a été lent. Il y a un moment où tout le monde pense que c'est presque naturel appartenir à une dictature et être poursuivi. Alors le processus qu'il y a après, c'est réellement le processus de la résilience. Le moment de se reconnaître comme victime est réellement douloureux. Si durant le procès de Nuremberg, il y a eu pour les enfants de ces monstres qui un jour se sentaient les enfants privilégiés du système nazi, le lendemain c'était des enfants de monstres. Eh bien, ils ont pu changer de nom pour ne pas être reconnus. Ils ont changé de ville pour ne pas être persécutés. Et ils ont eu en 1946 un psychologue, quand personne ne savait ce que c'était un psychologue. Mais les victimes, les déportés, n'ont pas eu droit à rien de tout cela. Eh bien, ça arrive un peu ce qui c'est en Espagne. On est beaucoup d'enfants traumatisés par les traumatismes de nos parents, de nos grands-pères, etc. Quand on a déclaré à Buenos Aires, dans l'année 13, à la fin de l'année 13, on était 13 personnes. Ça a été on s'est senti libérés d'une certaine façon, mais on savait que cela était le début du chemin. Voilà 10 ans qu'on est en train de lutter, et la réponse des autorités espagnoles, la réponse des tribunaux, l'Audiencia nationale, tout cela, ce qu'on nous dit, les crimes du franquisme ont prescrit. Alors réellement, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. J'ai vu des tortureurs à l'Audiencia nationale qu'on leur demandait, parce qu'ils sont impunes. Il y a 20 qui sont signalés pour être extradités. Eh bien, on leur demandait, vous avez quelqu'un en Argentine qui peut vous accueillir? Non. Ça vous plairait d'aller en Argentine? Pas du tout. Vous avez des moyens pour aller en Argentine? Non. Alors, le procureur disait, ces personnes ne peuvent pas aller en Argentine, alors. On était éberlués. Alors, moi, je demandais à mon compagnon, c'est l'avocat? Il disait, non, c'est le procureur. Je n'y croyais pas. Et j'avais honte, parce qu'il y avait 2 observateurs argentins envoyés par Cristina Kirchner, la présidente d'Argentine. Et j'avais peur, j'avais honte de mon pays, de l'Espagne. On continue à se trouver dans la place de la Puerta del Sol, et on dit, un pays qui n'a pas de mémoire ne peut pas être démocrate. Et c'est cela, un peu ce que je voulais vous dire. Merci Elsa. Avec tout. Merci. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous a rejoint à la table Elena Gaju, qui est aussi avocate de droit international, voilà, et d'origine espagnole. Bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, je suis avocate en France et en Espagne. Je suis de Barcelone et ça fait 20 ans que je suis sur Paris. Et que je suis également justement les crimes commis pendant le franquisme. Et je voulais apporter plusieurs précisions par rapport à ce qui a été dit par Baltasar Garzón, qui me paraissent importantes. Et pour compléter ce que vous venez de dire, madame, parce qu'effectivement, c'est cette plainte argentine qui a été démarrée en 2010, elle a démarré parce qu'en Espagne, les victimes se rendaient compte quel était le sens de la justice. Et comme ils voyaient qu'avec Garzón, ça ne tournait pas bon, ils se sont dit il faut absolument qu'on aille ailleurs. Et pourquoi l'Argentine? Ben justement parce qu'on met un océan entre les deux. Et donc ce sera beaucoup plus, on va dire, comme l'Espagne avait fait la même chose par rapport à l'Argentine, ils se sont dit ils vont nous aider à pouvoir rendre justice in fine en Espagne. Aujourd'hui, actuellement, la plainte argentine, comme vous l'avez dit, c'est plus de 10 000 plaignants, c'est plus de 600 plaintes qui ont été déposées, et il y a
pas plus que 10 jours, la magistrate a envoyé un document pour expliquer que la justice espagnole continuait, et je vous dis il n'y a pas plus tard que 10 jours, de mettre les bâtons dans les roues pour qu'ils puissent être entendus, venir elle en Espagne et entendre justement Martín Villa et notamment Billy el Niño. Il faut savoir que Martín Villa, puisqu'on parle de la loi d'amnistie, la loi d'amnistie, elle est de 77. Cette loi d'amnistie, c'est celle qui empoisonne la société espagnole depuis la transition, depuis la fin du franquisme. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est la loi d'amnistie. La loi d'amnistie, c'est celle qui empoisonne la société espagnole. Il était bien évidemment, pendant Franco et ensuite, il a occupé des postes de responsabilité et on lui attribue, indirectement bien sûr, mais on lui attribue 90 crimes qui auraient été commis postérieurement à la mort de Franco en 1975. Donc ça veut dire qu'il y a des associations en Espagne qui se sont mobilisés et ils ont créé un collectif en 2019, début 2019, pour dénoncer cela. Il faut savoir que, notamment, Rodolfo Martín Villa a été décoré par le roi Felipe VI en 2017. Ce qui est scandaleux il a été décoré pour être considéré comme un excellent démocrate. Donc, il faut tenir compte du fait que la justice en Espagne met tout pour éviter que la justice se fasse sur place, qu'en réalité, ils utilisent la jurisprudence Garzón de 2012 en disant qu'il ne s'agit pas de crimes contre l'humanité et que donc il y a prescription. Et c'est la raison pour laquelle il y a des mouvements qui sont mis en place actuellement pour que ces mouvements, en France notamment, mais également dans d'autres pays européens, pour faire en sorte d'obtenir une aide, parce que c'est la pression internationale qui fera bouger les lignes en Espagne, puisque en Espagne, on est incapable de pouvoir faire en sorte que les choses bougent. Et c'est ce sentiment d'impunité dont parlait Garzón qui fait qu'aujourd'hui, l'extrême droite et la droite et l'extrême droite se permet de tout faire. Et ça revient encore et aujourd'hui, depuis déjà quelques années, mais de manière extrêmement forte. Il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en décembre 2019, une manifestation organisée, ou en décembre ou en novembre 2019, une manifestation organisée à l'Ateneo de Madrid. Cette manifestation, elle était organisée par Nueva Falange. La salle, elle était pleine, comble. Il y a une vidéo, parce qu'il y a il y a une enquête qui a été faite par Libération, et Libération se posait la question de savoir d'où venaient ces chants franquistes, ou ces chants nazis plutôt, ils disaient. Et donc ils ont mené une enquête, ils ont été voir l'Ateneo de Madrid, qui est une salle comme l'Olympia, donc si vous voulez une salle ouverte normalement à tout le monde, et qui organise des événements de tout bord, et ils lui ont dit ça justement, mais on organise des événements pour tout le monde, on permet. Et ils ont fait une enquête, et en réalité, ils se sont aperçus que quelques mois auparavant, cette même salle avait refusé à Podemos et à Esquerra Republicana de Catalunya un événement en soutien des prisonniers politiques. Donc, c'est vrai que l'exhumation de Franco est symboliquement très importante, et ça a été demandé. C'est pas quelque chose qui a été en réalité mis en œuvre par el PSOE. C'est quelque chose qui est venu imposer par l'Union européenne. Parce que l'Union européenne s'est dit ce n'est pas possible qu'au sein de notre communauté, en fait, au sein des États membres, il y ait encore un pays dans lequel les restes d'un dictateur sont dans un mausolée qui est le plus grand de tout d'ailleurs du monde entier, et que les gens viennent rendre hommage à un franquiste, en fait à un dictateur. Et il faut savoir que les restes de Franco, ils sont dans une église à El Pardo, dans un cimetière à El Pardo, pardon. El Pardo, c'est 3000 et quelques habitants. Donc une petite, c'est à Madrid, mais c'est vraiment une petite. C'est là
où il y avait justement el Palacio del Pardo. C'est là où il y a la Zarzuela. Et il n'y a que 3000 et quelques habitants. Donc on va reproduire au cimetière dans lequel il est actuellement des hommages. On ne va pas dire la même chose qu'en el Valle de los Caídos, bien évidemment que non. Mais tout ça a été organisé. Tout ça a été organisé, ça a été vraiment une question de communication. Et moi, je suis, pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas cette pression internationale, très sceptique pour faire avancer les choses. Un petit... et après, en mars 2018, c'est-à-dire 2 mois et demi avant la motion de censure qui a mis le gouvernement Rajoy à la porte. Il y avait en fait l'étude à las Cortes d'une demande de réforme de la loi d'amnistie. Cette demande d'amnistie, de réforme, n'a pas été adoptée à cause des voix contre du PSOE. Et le PSOE a voté contre cette réforme de la loi d'amnistie. Et le PSOE qui aujourd'hui est effectivement, continue d'être au gouvernement, lorsqu'ils ont négocié avec Podemos ces différentes mesures concernant le franquisme et la mémoire, la justice a été le point qui a posé le plus de problèmes et qui a fait en sorte que finalement on réduise à minima, même si c'est une grande avancée, et ce sera vraiment une grande avancée, mais la question de la justice n'apparaisse pas. Et en Espagne, tant qu'il n'y aura pas justice, il ne pourra pas y avoir finalement une démocratie, parce que les mêmes qui étaient à l'époque sont toujours d'une manière ou d'une autre dans les institutions, sont ceux qui font qu'au bout d'un moment, quand on arrive à l'Audiencia nationale, quand on arrive au Tribunal Supremo, quand on arrive au Tribunal Constitutionnel, tout ce qui a été fait auparavant n'avance pas, ne prospère pas, parce que les mêmes qui étaient à l'époque sont au pouvoir et donc font en sorte de reculer et de maintenir cette idée d'impunité. Merci. On va passer aux questions. Donc. Je voudrais juste que vous reveniez sur ce qui s'est passé à Saragosse. Si j'ai compris, il y a eu prescription, ils ont arrêté les recherches sous prétexte de prescription. Mais à ce moment-là, si c'est le cas, pourquoi ils ne l'ont pas fait ailleurs? Parce que ça aurait été une aubaine pour la droite et l'extrême droite. Voilà. Quel était le particularisme à Saragosse? Non, en réalité, cette question de la prescription, à partir du moment où la jurisprudence Garzón établit qu'en réalité, il ne s'agit pas de crimes contre l'humanité et qu'il s'agit de crimes qui ont été commis et qu'il n'y a pas cette reconnaissance, alors que c'est important. Le pacte de droits civils et politiques des Nations Unies est de l'année 1966. Ce pacte, il a été ratifié et publié en el Boletín Oficial del Estado en mars 1977, avant même la Constitution. La Constitution prévoit dans son article 96, la Constitution espagnole, le fait que les conventions internationales qui ont été valablement adoptées sont directement incorporées dans la législation interne et elles peuvent être directement évoquées. Donc en réalité, ce n'est qu'une excuse, le fait de dire qu'il y a cette prescription. Ça se produit à Zaragoza parce que c'est l'affaire qui a été citée par Baltasar Garzón et parce que très peu arrivent jusqu'à l'audiencia provinciale. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres tentatives. Et par exemple, pour ce qui est des fosses, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Espagne est le pays au monde, après le Cambodge, à avoir le plus de fosses communes. Il y en a à peu près 3000. C'est vrai qu'il y a eu... Moi, je me tiens à ce qu'on me demande, donc, hop, j'ai répondu à la question. On passe à une autre question. Oui, il y a une autre question ici. Oui, on a parlé de différents personnages, mais il y en a un qui est très intéressant, c'est effectivement Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa qui est mêlé aux plus sombres histoires de la fin du franquisme et du début de la démocratie et de la transition.
la liste serait très longue. Entre autres choses, il a été accusé, et il n'a pas porté plainte pour diffamation, d'avoir détruit des documents responsabilisant un certain nombre de franquistes juste à la mort de Franco. Mais le plus grave de tout cela, c'est que ce Rodolfo Martín Villa, qui est poursuivi en Argentine, a été invité à Paris par des universitaires au Colegio d'Espagne, par des universitaires français et espagnols. Il y avait l'université, eh oui, de Nanterre, de Nantes, l'université de Cadiz, pour parler de cette merveilleuse transition et surtout de l'instauration du bipartisme dans la transition. Alors ça pose tout cela un certain nombre de problèmes. Je veux bien croire que pour comprendre le nazisme, il aurait fallu convoquer Rudolf Hess. Il n'était pas disponible. Mais voilà le vrai problème. Parce que c'est vrai que les problèmes juridiques, les problèmes de justice sont effectivement très importants, mais ils sont surtout importants en tant que révélateurs. Ce que ça révèle de la société espagnole. Un petit exemple. Le système judiciaire espagnol, il est dominé par le Conseil général du pouvoir judiciaire. Et quand en 1978, on crée ce Conseil général du pouvoir judiciaire et qu'on nomme ses membres, c'est tout un système de nomination, etc., on établit une norme. Il faut que ce soit des gens sérieux et des gens expérimentés. Sérieux et expérimentés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient au moins 15 ans d'activité dans la justice. On compte facilement, on part de 78, c'est-à-dire que c'est des gens qui, au mieux, sont entrés dans la magistrature en 1963. Ça tombe bien, 1963. Au printemps, le communiste Julián Grimau est fusillé. À l'été, les anarchistes Joaquín Delgado et Enrique Granado sont garrottés, eux. Et, dans les Pyrénées, le dernier guérillero historique est tué dans une embuscade. C'est intéressant. C'est ces gens-là qui vont être les garants de la justice espagnole. Alors, ce n'est pas que la France ait réglé beaucoup de problèmes avec l'épuration. Ce n'est pas que l'Allemagne, quoi qu'on en dise, ait mené une politique si rigoureuse avec les nazis. Mais enfin, symboliquement, il y a eu quelque chose de fait, ne serait-ce que symboliquement. En Espagne, rien. Si bien que, dans une thèse de l'an dernier, la chercheuse française Agnès Delage dit « C'est bien, l'Espagne est, avec le Mozambique, le seul pays où on peut accéder à la démocratie sans justice. » Oui, bonjour messieurs, dames, je me présente, Andrés Traverso, je suis petit-fils de républicains espagnols, donc de la province de Cadix. Donc mon grand-père a été assassiné en 1936, donc si vous voulez. Mais concernant ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Franco, moi ça m'est complètement égal ce que vous dites sur Franco, parce que moi ce n'est pas la vie de Franco qui m'intéresse. Moi c'est la vie de toutes les personnes qui ont disparu en Espagne, et dont on sait actuellement, ou du moins on ne sait pas actuellement où elles sont enterrées, où elles sont actuellement. Et que l'État actuellement qui vient de rentrer aujourd'hui, c'est-à-dire Podemos et le PSOE, j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux concernant ce qu'il faut faire. Parce que Pablo Greff, en 2014, c'était l'émissaire de l'ONU. Il a fait des recommandations à l'Espagne, et vous devez le savoir. Donc, quelles étaient les recommandations de Pablo Greff ? Pablo Greff disait que la loi d'amnistie de 1977, il fallait l'abolir. Vous êtes d'accord avec moi ?
Donc, pourquoi les recommandations de l'ONU, qui est l'organe suprême, c'est-à-dire que c'est un organisme qui a été créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946. C'est votre question ? Moi, je voudrais savoir actuellement, moi je prends par exemple la partie qui me concerne, la province de Cadix, il y a eu exactement 1000, pour les statistiques de 2010, 1584 victimes reconnues, 118 fosses communes localisées. Donc je pense qu'à un moment donné, le PSOE et Podemos, ils ont la possibilité historique, avec Dolores Delgado, qui a été nommée actuellement al Poder Judicial. Je pense qu'à un moment donné, si le PSOE et Podemos ne font rien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? Qu'est-ce qu'on peut espérer? La pression internationale. Je vais vous dire quelque chose, et votre remarque, votre intervention est nécessaire parce que c'est vrai que quand on voit ça, qu'on se dit que la justice, on essaie par tous les biais. C'est vrai que cette loi de 2007 sur la mémoire historique a été faite, c'est une loi à minima. On se rend compte que l'Espagne ne fait jamais ce qu'elle doit faire. Elle est très forte pour donner des leçons à l'international. Elle est très forte pour donner des leçons à l'international, mais au moment d'elle-même faire ce travail et ce devoir de mémoire, et reconnaître cette vérité et rendre la justice, elle ne le fait pas. Et je vous dis, moi je suis très sceptique. Je connais bien la justice espagnole, je connais bien la justice française et la justice européenne. Pour vous dire et pour vous donner un exemple qui n'a pas à voir avec le franquisme, mais qui a à voir avec l'évolution de la justice et cette situation actuelle, c'est qu'il y a eu le 19 décembre 2019 un arrêt qui a été rendu par le tribunal de justice de l'Union européenne pour faire sortir quelqu'un de prison en disant qu'il ne pouvait pas rester en prison parce que les motifs pour lesquels il était en prison, c'était pas bon. La justice espagnole aurait dû faire le nécessaire et le lendemain mettre cette personne-là en liberté, ce qui n'a pas été fait. J'étais ensuite avec quelqu'un de la Cour européenne des droits de l'homme qui me disait « Elena, je suis extrêmement inquiet de ce que je viens de voir parce que ça ne laisse pas vraiment espoir à ce que la justice espagnole fasse ce qu'elle doit faire. Et la première chose qu'elle doit faire, c'est justement rendre justice pour les crimes commis pendant la guerre civile et le franquisme. » Si vous me permettez, je voudrais ajouter quelque chose. Mon confrère plaide pour une pression internationale. À mon sens, la pression doit d'abord être nationale. C'est bien évidemment le poids des victimes, leur action continue qui ont fait bouger les choses en Argentine, dans une moindre mesure au Chili, mais on voit bien la différence entre la mobilisation du peuple argentin et la mobilisation du peuple chilien et ce qu'il en résulte. C'est donc la pression de vous tous, en interne ou en externe, mais en interne de par vos actions, qui peut effectivement faire bouger les choses. Et c'est lorsque cette question de l'impunité des crimes du franquisme deviendra un enjeu national en Espagne que les choses pourront changer. J'ajoute un élément juridique. La disparition est un crime qui n'est pas prescrit tant que le corps de la victime n'est pas retrouvé. Ce qui veut dire que lorsque on oppose à des victimes la prescription, c'est un leurre juridique qu'il faut chaque fois démonter. Je voudrais soulever un problème qui est commun à l'Argentine et à l'Espagne, que c'est les enfants volés. En Argentine, les grands-mères de Place de Mai, ils ont pu commencer pendant la période qu'il avait l'amnistie de faire des jugements à les bourreaux, à les répresseurs qui avaient volé les petits enfants. Parce que quand on vole des enfants, c'est une loi imprescriptible, c'est-à-dire que n'importe en quel moment on peut les condamner. En Espagne, il y a des milliers de personnes qui ont volé avec la complicité de l'Église catholique
et que jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent pas ses origines. C'est ça c'est un chapitre qui ne s'est pas fermé et qui doit être rouvert pour la justice pour l'Espagne. Bonjour maître, je trouve que vous êtes drôlement sévère avec la justice espagnole et drôlement bienveillante avec la justice française. Parce que tout de même, la justice française a fait beaucoup de choses. Lorsque la Légion étrangère a voulu renverser la République par le putsch le 14 avril 1961, un certain nombre de ces gens sont entrés dans l'organisation armée secrète qui est née en Espagne sous la bienveillance de Serrano Suner, je crois que ça se prononce comme ça, lequel a prêté son avion personnel pour permettre au général putschiste Salan d'aller à Alger. Ces gens-là sont entrés dans la clandestinité avec des civils. Où en sommes-nous aujourd'hui? Une vingtaine de lois d'amnistie pour empêcher les descendants de victimes dont je suis de porter plainte contre ceux qui ont tué leur père. Mais ça a été beaucoup plus loin grâce à François Mitterrand. C'est assez amusant d'ailleurs que de voir comment en Espagne, ce sont nos amis socialistes qui nous font les plus mauvais tours. Les militaires ont bénéficié non seulement de l'amnistie, mais de la reconnaissance de leurs titres, de leurs grades, de leurs fonctions et de leurs décorations comme le temps passé dans la désertion et le crime. Et tel capitaine que je connaissais bien est mort colonel. Il était chevalier de la Légion d'honneur et il est mort commandeur de la Légion d'honneur. Quant aux pauvres civils qui n'ont pas pu travailler parce qu'ils plastiquaient, ils tuaient, ils assassinaient, ils brûlaient, eh bien les pauvres, le temps qu'ils ont passé à faire ça, ils n'ont pas pu travailler. Donc ils n'ont pas eu des points de retraite. Alors on leur a accordé des points de retraite en les indemnisant, mais attention, l'argent qu'on leur donnait était défiscalisé. Ils n'ont pas payé d'impôts. Donc, je pense... Et aujourd'hui, que fait le ministre de l'Éducation nationale? Il refuse d'envoyer son chef de cabinet se recueillir devant une plaque commémorative érigée en hommage et à la mémoire de 6 fonctionnaires de l'Éducation nationale assassinés sur leur lieu de travail dans l'exercice de leur mission au prétexte qu'ils se sont des victimes de l'OAS. Voilà. Merci beaucoup. C'était important. Bonsoir. Moi, j'avais une question très pratique, on va dire. Vous avez parlé de plusieurs pays aujourd'hui, France, Espagne, Argentine, Chili, même Italie à un moment donné. J'aimerais savoir aujourd'hui, 2020, comment on choisit en fait, comment ils sont élus les juges, les systèmes de pouvoir juridiques dans chacun de ces pays. Est-ce que je ne dis pas de faire un cours sur ça, mais en termes généraux, comment ils sont choisis? Est-ce que ça explique du coup la différente évolution, la différente façon de répondre aux mêmes questions dans les différents pays? Merci. La nomination des magistrats dans tous les pays du monde dépend de l'administration. Elle ne dépend pas, dans un pays dit démocratique, elle ne dépend pas d'une décision du prince. Et l'état des procès, le fait que dans tel pays des procès aient été possibles et dans d'autres pas, je veux dire, c'est une question qui est un petit peu sans fin. Et chaque réponse qui peut être faite sera toujours insatisfaisante. Donc c'est dû à un contexte politique, c'est dû à la force des organisations. En France, il est certain que le procès d'Astice a été possible à cause de la mobilisation des familles, à cause de la mobilisation de certains avocats, qu'à l'heure actuelle, en Argentine, les choses sont possibles, comme je l'ai dit, grâce à la mobilisation des victimes. Mais c'est une question qui est extrêmement complexe et ça n'est certainement pas le mode de nomination des magistrats qui peut expliquer que dans tel pays, des tortionnaires seront poursuivis ou pas. Et encore une fois, les pays qui ont poursuivi leurs propres tortionnaires peu de temps après les faits, après une dictature, à ma connaissance, il y en a 2. Si quelqu'un a un autre exemple, c'est la Grèce, et il y a encore quelques colonels, je crois, qui pourrissent en prison, et l'Argentine. On pourrait parler du Chili dans une moindre mesure, mais non, au Chili, c'est toujours très compliqué. Au Chili. Quand on parle de la transition, il y a une espèce d'illusion, et dans les années qui ont suivi, on a dit qu'il n'y a pas d'extrême droite en Espagne.
Ça, c'est une formidable illusion. En fait, l'extrême droite, elle était dans la droite. Et aujourd'hui, il y a une forme de clarification, c'est-à-dire que Vox apparaît, mais comme une scission de la droite classique. Et en fait, l'extrême droite, elle a toujours été là. Elle était dans le parti de droite, dans le parti d'Aznar, etc. Et, et aujourd'hui, il y a une forme de clarification avec, effectivement, l'extrême droite qui était là. Eh ben, elle apparaît avec sa propre voix, mais enfin, ils viennent tous du même parti. Et il y a eu une forme de lâcheté, effectivement, institutionnelle très, très forte en Espagne pendant les 40 ans qu'ont duré cette fausse transition. Moi, je voudrais poser une question par rapport à ce qui a été dit aussi sur la façon dont les juges sont choisis. Parce qu'il y a une forme de... Bon, biologiquement, c'est plus les mêmes. C'est plus ceux qui ont été choisis juges au moment de la transition. Mais on m'a dit qu'il y avait des formes de transmission de charges et que beaucoup de juges sont des fils de juges. Et qu'il y a cette espèce de continuité. Pourquoi l'institution judiciaire espagnole est aussi réactionnaire? Ce n'est pas du tout une transmission de charge. D'abord, par rapport à la transition, il y a ce mythe, et ça c'est un titre d'une thèse, le mythe de la transition pacifique, qui est une thèse en fait, d'une historienne française qui s'appelle Sophie Babi, qui est exceptionnelle, très riche, et qui donne une lumière très précise de ce qu'a été cette transition. Maintenant, la nomination des juges, en réalité, c'est une nomination qui est administrative, et c'est pas que c'est une charge qui est passée de père en fils, c'est que c'est tout simplement, ils se rendent service les uns les autres, et donc au moment des nominations, il y a un tel qui se retrouve finalement entre les uns ou les autres, et c'est quelque chose qui pourrait, en apparence de l'extérieur, sembler comme quelque chose qui a été transmis légalement. Or, ça ne l'est pas. Et parfois, même si on devait regarder les délais en fait, l'expérience professionnelle dont vous parliez pour pouvoir arriver à tel ou tel poste, finalement, dans beaucoup de cas, en Espagne, ces délais-là ne sont pas du tout respectés. Autre chose, c'est que derrière, on en tire les conséquences, ce qui n'est pas le cas. Alors, pour redorer quand même un petit peu le blason de la justice française... et c'est rare qu'un avocat le fasse, je voudrais quand même signaler qu'il y a une frange de la justice française qui est représentée par le syndicat de la magistrature et qui a des positions extrêmement frondeuses par rapport, disons, à la léthargie traditionnelle du reste de la justice. Donc ne désespérons pas de la justice française en l'espèce. Je voudrais simplement marquer une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui. J'attendais beaucoup Garzón pour lui parler de ça, c'est qu'évidemment notre priorité c'est les crimes contre l'humanité. Mais il ne faut pas perdre de vue les crimes qui n'ont pas été commis par les phalangistes en particulier, qui n'étaient pas contre l'humanité parce que c'était contre leurs propres leaders qui ont été assassinés simplement pour ouvrir les chemins à Franco, pour prendre le pouvoir. D'abord, le général Sanjurjo. Il y a évidemment des recherches partout. Il y a des historiens qui ont fait des livres sur sa mort ridicule dans un avion qui les transportait pour prendre le commandement des forces en juillet. Et n'oublions pas que Sanjurjo était le chef de la garnison espagnole au Maroc. Alors, justement, qui précédait... non, pas Franco, qui précédait Molas. Et ce n'est pas un hasard que ces trois généraux ont été les trois chefs de la sublévation contre la République. C'est-à-dire, Sanjurjo va prendre l'avion à Estoril, parce qu'il était prisonnier ici, il a été libéré, il est allé à Estoril, en Portugal, il a passé 1 an et demi à Estoril. Il revient le 15 ou le 14 juillet 1936, il monte dans un avion, comme ça, bimoteur, de rien du tout. Apparemment, lui seul, avec un seul pilote. L'avion s'écrase à peine après avoir, soi-disant, dit les pilotes après, parce qu'il était trop chargé, les poids étaient excessifs, mais lui, il n'a rien eu. Pourquoi? Parce que lui, il était bien attaché. Il dit qu'il y a toutes ces déclarations, c'est fascinant de les lire.
Il dit qu'il ne savait pas que Sanjurjo n'était pas attaché. Évidemment, Sanjurjo est mort. Donc, il n'a pas pu prendre les commandements. Alors, à qui revient le commandement? Au deuxième, le général Molas. 6 mois après, le général Molas subit un autre accident aérien où il meurt aussi. Alors, le seul chef véritable du national, c'est le général Franco. Alors, une chose importante que je vais souligner, c'est que même si ce n'est pas des crimes contre l'humanité, évidemment, dans ce cas, c'est des crimes pour prendre le pouvoir et écarter ceux qui les dérangent, et les éclaircir à fond et que la possibilité d'avoir un procès sur ces 2 cas serait énormément importante parce que ça détruirait complètement l'image morale qu'il y a Franco et le franquisme chez la moitié d'Espagne actuelle. Donc, ce serait essentiel de pouvoir faire des procès. On sait qu'évidemment, sont prescrits. Je sais que Garzón a voulu ouvrir même quelque chose sur la mort du général Molas. Il n'a pas pu. C'est une des raisons invoquées pour le mettre à l'écart. Ma question est par rapport à quelle jurisprudence peut-il y avoir par rapport au procès sur le plan Condor qui a eu lieu pendant 5 années en Italie, à partir de plaintes de déjà une trentaine de disparus, leurs familles uruguayennes, et sur d'autres plaintes qui touchaient, comme vous le savez, autant l'Uruguay que la Bolivie, le Chili, tous les pays argentins du plan Condor. Quelle possible jurisprudence par rapport à l'Espagne et au procès depuis l'Argentine, puisque c'est depuis l'étranger qu'il y a pu avoir un procès. En Espagne, il y a eu plus de 100 000 plaintes jusqu'en 2006 qui ont été déposées et qui ont été classées sans suite parce qu'il y avait des instructions qu'il ne fallait surtout pas donner, et je dis 2006 parce qu'après il y a eu la loi de 2007 sur la mémoire historique, ce qui a un petit peu donné un peu plus de possibilités, mais finalement ça n'a pas vraiment abouti. Et je dis ça parce que pendant le gouvernement Rajoy, il y a une résolution qui a été prise par le ministère public en demandant à la justice, aux juges espagnols, de faire attention à ce qu'ils allaient accepter comme plainte ou pas, ou déclarer recevable, parce que le risque était qu'on leur applique la jurisprudence Garzón de 2012. Cette résolution, ensuite, il y a eu le PSOE qui est arrivé au pouvoir, et cette résolution, on pourrait considérer que le PSOE l'aurait finalement, il serait revenu dessus. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Donc en réalité, cette jurisprudence italienne existe, mais pour l'instant, même s'il faut continuer de se battre en Espagne, même si, parce que c'est vrai que ce travail au quotidien des victimes, en 2010, il y avait 2 plaignants. En Argentine, aujourd'hui, voilà. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000. Donc, en Argentine. Ce que je veux dire, c'est que les plaintes en Espagne, pour l'instant, ne voient pas le jour. Ou si elles voient le jour, il arrive ce qui s'est passé à l'Audiencia provinciale de Zaragoza. C'est-à-dire que finalement, prescription et circuler, il n'y a rien à voir. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut continuer avec cette pression en interne, à l'international, parce qu'un jour, le plafond de verre va sauter et on pourra finalement obtenir que la justice soit rendue en Espagne. Mais pour ça, on a besoin de vous tous et de cette pression d'un point de vue citoyen et également institutionnel. Très brièvement, la question qui a été posée renvoie à la possibilité qu'aurait, si je l'interprète bien, la possibilité qu'auraient des juridictions qui ne seraient pas espagnoles de ouvrir des procès dans leur propre pays, devant leurs propres magistrats, selon la jurisprudence, selon la loi qui les commande.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'Italie et de la France qui jugeaient en fonction de la question de la disparition, crime continu, et de la nationalité de la victime, ce qu'on appelle la juridiction personnelle passive. J'oserais dire que s'il y a parmi les victimes du franquisme des personnes qui ont la nationalité française, un procès peut être parfaitement ouvert en France, je précise, pour disparition. Comme cela a été fait pour les Français disparus au Chili et les Français disparus en Argentine. Mais la limitation est là, elle existe de la même façon en Italie, comme je vous l'ai indiqué. Voilà, le message est lancé. Par exemple, excusez-moi, juste une question, s'il vous plaît, par rapport à mon grand-père, par exemple, qui a été assassiné. Je ne l'ai pas fait noter dans le registre civil, c'est-à-dire en tant que persona fallecida, parce que c'est un assassinat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour le moment, j'ai un dilemme avec l'État espagnol ou avec la justice, étant donné que voudrait que je l'inscrive comme fallecido. Mais s'il n'y a pas le corps, on ne peut pas dire. Mais on n'a pas le corps. Le problème, c'est qu'on n'a pas le corps. Non seulement on n'a pas le corps, et il me demande de comment dire... Está en una cuneta. Ouais. Moi, le problème, c'est que je veux à ce moment-là l'inscription comme quoi c'est un assassinat. Vous comprenez ce que je veux dire? Et eux, non. L'état civil ne s'occupe pas de la qualification du décès. Donc voilà. Oui, mais ça n'est pas la fonction de l'état civil. Point. Mais je pense qu'il y a dû y avoir en Espagne, comme il y en a eu une en Argentine, une loi qui permettait de résoudre ce problème, c'est-à-dire de considérer que la personne était décédée afin de faciliter les problèmes de succession, en particulier de filiation, etc. Je suppose. C'est le cas. Avec tous les disparus en Europe et au nord d'Afrique. Parce que généralement en Espagne, on dit 114 622 disparus en Espagne, mais des Espagnols. Ils ont disparu dans les camps de concentration français, au nord d'Afrique, à la bataille de Narvik, à l'est, en Russie. Alors réellement, l'État, soit de la droite ou soit le Parti socialiste, emmène des soldats de la division Azul à leurs frais. Ils doivent les chercher, ces disparus, et ils les ramènent en Espagne aux dégâts de l'État. Mais réellement, nos disparus dans toute la France, dans tout le Nord, tout cela, ils n'en font rien. Ils s'en fichent pas mal. Et ce sont des disparus. Et on les oublie. En plus, il y a... qu'est-ce qu'on fait avec les bourreaux? Dans ma déclaration que j'ai faite sur l'exil et la déportation des miens, eh bien, au bout de 3 heures de déclaration, on m'a dit « Et à qui accusez-vous » Alors, bien sûr, mes camarades qui ont été torturés, qui ont été en prison, qu'on leur volait les bébés, tout cela, savaient qui étaient les bourreaux, les responsables. Mais comme exilés, comme déportés, à qui revenir cette faute? Alors c'est quand je dis le responsable subsidiaire, c'est comme ça, je vous dis comment, de tous ces crimes de lèse-humanité, c'est le chef de l'État qui a hérité le pouvoir de Franco. C'est le roi. Et le roi finit en posant, comme on a dit, Martin Villa, un des 20 accusés. Eh bien, celui-ci, hier c'était l'anniversaire des 5 ouvriers de Vitoria et de plusieurs blessés. Un des compagnons qui ont déclaré à Buenos Aires avec nous, il est aveugle de coups de matraque. Alors réellement, pourquoi ne dit-on pas les noms quand on fait les exhumations? Qui ont fusillé? Qui ont fait disparaître tout cela? On se tait parce que réellement, il faut signaler à tous les bourreaux. Et on les connaît, on sait les noms de tous. Et pour cela, il y a le grand silence. Ça continue à avoir le silence. Et je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites
la pression internationale. Parce qu'il faudrait aussi dire les péchés de la France envers les Espagnols, les péchés de l'Allemagne, les péchés d'Autriche, de tous les pays. Quand je parle de la pression internationale, ce n'est pas en me disant que la justice est mieux ici en France qu'en Espagne ou ailleurs. C'est pas ça. La seule chose que je dis, c'est que par expérience, l'Espagne ne fera rien s'il n'y a pas une pression internationale. C'est tout. Et donc par rapport à ça, il faut la pression en interne, mais il faut également cette pression internationale. Parce que sinon, elle ne fera rien. Je me demandais s'il existait encore des documents qui montraient qu'il y avait eu un plan systématique, une volonté d'éradiquer de façon systématique les opposants pendant la dictature et qui pouvaient du coup rentrer dans des procédures pour qualifier les crimes de crimes contre l'humanité, ou si ces documents ont disparu ou s'ils ne sont plus du tout. Alors il y a eu plusieurs documentaires qui ont été faits là-dessus. Il y a eu donc des historiens qui ont des archives. Et notamment, il y a une association de victimes en Espagne, FEACUA, où il y a beaucoup d'informations et de documents qui ont été recueillis et qui servent d'ailleurs pour pouvoir appuyer les différentes plaintes en Argentine et d'ailleurs en Espagne aussi. Donc il existe un des documentaires dont je vous parle, c'est notamment, et qui parle de cette volonté d'exterminer, il parle du gène rouge, c'est le documentaire Le silence des autres, où en fait le sujet est évoqué, même si c'est le survolant, mais le réalisateur, c'est 6 ans de tournage, 450 heures de rush, donc ils ont énormément de documents là-dessus. Il y a aussi ce qu'on a passé, la causa contra Franco, qu'on a passé le 27 février, qui est aussi un film qui est très fouillé et très politique, justement, sur l'action des victimes, et aussi le pourquoi, en fait. Le pourquoi et comment justement il y a eu une politique systématique de terreur menée par les franquistes, et ça a été déclaré par Mola, ça a été déclaré plusieurs fois aussi dans les discours de Franco, quand il a dit s'il le faut, je tuerai 2 millions d'Espagnols pour arriver à m'imposer, quoi. Donc il y a bien des déclarations faites par les franquistes comme mettant la terreur comme système politique pour pouvoir imposer le franquisme, qui existe, quoi. Bon. Juste, on m'entend là? C'est bon? Pour dire qu'il y a aussi la conversation, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça conversation, accord entre Pétain qui a capitulé, plus fort, mais je hurle, entre Pétain qui a capitulé en 40 et qui, en accord avec Franco, qui a dit les Espagnols, les républicains espagnols qui sont dans les compagnies de travail qui s'étaient engagés avec l'armée française, auprès de l'armée française, il a dit ce sont des apatrides, Suñer, je crois, Serrano Suñer, ce sont des apatrides, ce ne sont plus des Espagnols, et donc ils les ont remis aux nazis et ils ont été dès 1940 au camp de Mauthausen. Là, il y a des preuves, hein. Il y a des photos, il y a des écrits, il y a tout. Mais pardonnez-moi, au-delà des documents, les faits parlent d'eux-mêmes, je pense.